effectivement, à la région, on a un petit peu eu des petits changements, on va dire, d'organisation, d'organigramme. Historiquement, on avait un service eau et milieux aquatiques et un service risque naturel majeur qui étaient même pas dans les mêmes directions. Finalement, les deux services avaient été mis dans la même direction avec cette nouvelle mandature et surtout, là maintenant, on a fusionné pour aller vraiment vers cette logique de gestion intégrée, bon, sachant que le service risque, la partie risque naturel ne traite pas que de la question de l'inondation, même si c'est à peu près 80% des problématiques. On a aussi toutes les questions que vous avez sans doute dû voir aussi un peu en Ubaye sur le risque montagne. On a des questions sur les risques littoraux aussi, plus particulièrement, mais c'est vrai qu'on a cette volonté quand même d'aller vers une vision un peu plus intégrée de l'approche et des milieux aquatiques et de la ressource en eau et plus globalement du grand cycle de l'eau, puisque la région se positionne quand même surtout sur le grand cycle de l'eau et pas sur le petit cycle, donc qui est plutôt à l'échelon des intercos. Mais ça, je reviendrai dessus dans la dernière partie de mon exposé, parce que voilà, on a fait une sorte de petit tableau qui rappelle un petit peu justement qui fait quoi sur cette question de gestion de l'eau. Mais dans un premier temps, l'idée, c'était voilà, de vous redonner un panorama en fait, des grands chiffres en fait, de la gestion de l'eau, comment c'est organisé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et pourquoi finalement ça a conduit aussi une collectivité comme la région à s'intéresser à ces questions-là et à s'y investir plus particulièrement. Juste pour vraiment démarrer plutôt sur des données voilà, de ce diagnostic. Ces données datent de 2010, enfin même 2008-2009, puisqu'elles sont issues d'un travail fait à l'époque par la Direction régionale de l'environnement, sur lequel nous on s'est basé après pour mener notre démarche de schéma régional de la ressource en eau. Mais l'agence de l'eau est en train d'actualiser ces données-là à partir de leurs données redevances et en fait on se rend compte que globalement ces chiffres ils sont quand même assez stables et en tout cas surtout dans les proportions qu'il peut y avoir entre les usages ou entre les ressources utilisées, etc. Donc c'est des choses quand même qui brossent bien le panorama de la région. Alors, un premier point qui est, on va dire, un peu la quantité d'eau disponible sur le territoire régional. Alors en fait, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on regarde bien, si on fait un bilan régional et annuel, on a de la ressource en eau. On n'est pas une région, on n'a pas de ressources en eau, on a de la ressource en eau, elle est même supérieure aux besoins, aux prélèvements en fait, qui sont réalisés sur le territoire. Alors on parle toujours dans les quantité de prélèvement hors hydroélectricité, puisque l'hydroélectricité est un peu un usage à part, puisqu'il y a un retour en fait globalement au milieu émetteur. Après, il y a les questions de l'étang de Berre qui ont dû vous être expliquées ce matin, et du coup, ou les retours qui ne sont pas au bon moment dans les milieux, mais on ne peut pas vraiment le décompter. Mais là, quand on regarde voilà, les prélèvements plutôt des usages préleveurs et consommateurs, on a une ressource globale qui est quand même largement intéressante et surtout voilà, parce qu'on a un massif alpin très, très pourvoyeur en eau, donc qui nous assure quand même une ressource assez importante. Quand on regarde un petit peu la question des usages, donc bien évidemment, chez nous, c'est l'irrigation qui arrive comme premier consommateur et préleveur en eau, avec l'AEP qui reste aussi assez importante. Alors, une petite vigilance sur ce diagramme, en fait, la question des besoins agricoles qui a été évaluée, c'était à l'époque l'idée de se dire, si on prend la surface agricole irriguée et qu'on calcule finalement le besoin des plantes, et donc ça a été une estimation qui a été faite plutôt en fonction de la surface et du besoin potentiel des plantes. Donc il faut bien imaginer, et je pense que le canal de Manas vous reparlera des questions techniques aussi, que l'idée c'est pas de faire des économies d'eau qui nous permettent d'arriver aux 400 millions de mètres cubes, puisqu'il y a tout un volume nécessaire pour amener l'eau jusqu'à ces parcelles et jusqu'à ces plantes, et surtout en particulier quand on est sur des systèmes de canaux gravitaires, où là on a un débit technique qui est indispensable pour acheminer l'eau jusqu'à ce... Et bien évidemment, dans les priorités qu'on a en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce n'est pas forcément de remettre en cause l'ensemble du patrimoine et de l'historique en fait, qu'on connaît pour
pour l'irrigation, c'est de le moderniser, c'est de faire de la régulation. C'est quand on peut effectivement passer sur des techniques carrément d'aspersion sans impact ni sur le milieu, ni sur les nappes souterraines qui peuvent en dépendre, on essaye d'aller jusque-là. Mais sinon, on essaye déjà aussi de travailler à de la régulation et à de la modernisation de ces ouvrages. Mais donc, il faut bien imaginer que les économies d'eau sont très importantes sur le volet agricole, mais c'est un milieu en fait entre ces deux barres. Sur les autres, alors sur l'industrie, on sait qu'on a relativement peu d'économies qui pourront être réalisées parce que les process ont déjà été optimisés et que l'agence de l'eau a déjà beaucoup travaillé avec le secteur industriel. Reste par contre l'AEP où on a un volet important aussi d'économie d'eau possible avec les collectivités, en particulier sur les rendements de réseau et ensuite sur le après-compteur, sur les modes de consommation en fait, des habitants et des usagers de ces réseaux. On a toujours gardé un petit peu aussi affiché de façon assez volontaire, même si les volumes annuels sont relativement faibles, cette question des golfs et de l'enneigement artificiel, parce que effectivement, c'est quand même entre guillemets deux activités emblématiques de la région par rapport à des consommations. C'est pas neutre, déjà, c'est pas zéro, et voilà. Mais surtout, c'est potentiellement des volumes qui peuvent être impactants parce que ce soit pour les golfs en été ou pour l'enneigement en hiver, on est sur les périodes d'étiage en fait, des cours d'eau sur lesquels il y a des prélèvements et ça peut créer en fait, des difficultés et des problématiques de partage. Est-ce que vous auriez les pourcentages différents usages? Alors du coup, c'est pas en pourcentage, il faudrait refaire les calculs. Là, en fait, on additionnerait. Après, tous les documents sont du source, sont disponibles en fait sur le site de l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques. Donc non, j'ai pas le camembert en fait entre eux. Voilà, donc mais bon, on a une part importante irrigation AEP. Du coup, voilà, j'ai pas le pourcentage exact. Entre les deux premières barres, du coup. Ce qui n'est pas des besoins agricoles, ça retourne au milieu comme hydroélectrique ou ça... Alors, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a effectivement ce qui est prélevé qui peut effectivement retourner directement au milieu. Je ne sais pas si du coup le canal de Manos va vous expliquer vraiment le fonctionnement d'un canal, mais effectivement, il peut y avoir des retours même assez rapides en fait, dans les milieux. D'ailleurs, eux, ils ont installé aussi maintenant une microcentrale, je crois, sur un de leurs retours. Comme ça permet aussi de faire de l'hydroélectricité. Mais après, il faut voir qu'en fait, il peut y avoir aussi des pertes, simplement. Donc c'est là-dessus, par contre, qu'on essaye de travailler sur la modernisation des ouvrages, le cuvelage, par exemple, des canaux. Et il peut y avoir aussi, après, une infiltration, en fait, dans les nappes. Donc c'est le cas, par exemple, je ne sais pas si vous avez parlé de l'accro ce matin, un petit peu, voilà. Typiquement, en fait, pour le foin de croc, quand il y a une surverse en fait, sur les prairies, une bonne part en fait, va s'infiltrer directement dans la nappe et va recharger la nappe. En fait. Et la plante, elle prend ce dont elle a besoin, mais le reste, effectivement, permet de recharger la nappe d'eau souterraine qui est en dessous. Donc, ça rejoint des milieux, mais ce n'est pas toujours le milieu émetteur, en fait. Donc, voilà, c'est aussi ces questions-là qui, du coup... peuvent poser question, mais qui en même temps montrent bien qu'on ne peut pas remettre en cause l'irrigation gravitaire en tant que telle, parce que ça a créé d'autres équilibres. C'est-à-dire que par exemple sur la nappe de l'Accro, maintenant, il y a 300 000 habitants qui sont alimentés en eau par cette nappe, et si on arrête d'amener l'eau pour le foin de croc, eh ben, ils vont se retrouver sans eau. En fait. Donc, parce que la nappe, elle est déficitaire s'il n'y a pas cette recharge-là artificielle par l'irrigation. Donc, en fait, c'est des systèmes qui sont tellement anciens que, du coup, derrière, quand on réfléchit à une modernisation sur un territoire, il faut réfléchir aux conséquences que ça peut avoir pour les différents milieux et éventuellement pour les usages qui peuvent dépendre de ces milieux aussi. Donc, c'est toute la complexité, en fait, de ce système de transfert d'eau qui fait que on a des marges d'économie d'eau quand même, mais il faut toujours réfléchir aux impacts possibles. On a eu sur certains
certains dossiers de modernisation, d'ailleurs je pense ici dans les Alpes de Haute-Provence, où là on a demandé en fait à passer en aspersion, c'est-à-dire que du coup on est passé d'un système gravitaire à un système sous pression, et où en fait on a des écologistes qui sont montés au créneau en disant mais il y a des milieux humides qui étaient dépendants en fait de ce canal gravitaire, du coup on va le faire disparaître. Après, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver entre la rivière qui fournit l'eau, qui elle aussi a besoin de cette eau pour vivre et pour avoir une biodiversité, et les milieux qui ont pu être créés en fait par ces ouvrages. Donc ça, c'est des choses, il n'y a pas d'arbitrage préconçu en fait, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en fait au cas par cas et en fonction du territoire. Donc voilà, c'est pour ça que on est resté un peu sur ces deux extrémités sans après vouloir dire... voilà. Il y a des économies, on sait qu'il y a une grande marge, voilà, entre les 2 milliards et les 400 millions, mais on sait que voilà, on pourra de toute façon pas non plus arriver à autant, même après parce que ça nécessite aussi des efforts financiers très importants que les pouvoirs publics n'ont pas forcément non plus suffisamment. Donc on essaye de mettre la priorité sur là où on peut le faire, entre guillemets, avec un bon retour sur résultat. Du coup, voilà, je vous les ai dit, il y a de l'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. A priori, il y en a plus que pour les usages. Alors, du coup, mais pourquoi on se pose des questions? Donc, évidemment, c'est parce que l'eau, elle n'est pas là à l'endroit où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est bien évidemment le gros souci qu'on a dans notre région. En particulier, donc là, c'est une carte qui a été réalisée par la Direction régionale de l'environnement à l'époque où elle a travaillé sur tous ces chiffres. L'objectif était pour le mois de juillet, donc à la période, on va dire, quand même un peu de pointe de consommation d'eau, puisque c'est là qu'entre l'agriculture et le tourisme, on a quand même des demandes particulièrement fortes, d'évaluer en fait sur chacun des grands bassins versants, on va dire, de la région, le rapport entre les ressources locales disponibles et les besoins exprimés, enfin, de consommation sur le même territoire. Donc en vert, c'est les ressources disponibles localement, et en violet, enfin bleu-violet, c'est le besoin pendant le mois de juillet sur ce même territoire. Et donc le rapport fait que si on n'a pas de ressources locales mais qu'on a de fortes demandes, on est en rouge, et voilà. Donc et en bleu. Donc on voit bien que en gros l'ouest et le sud de la région est particulièrement déficitaire. Voilà, ils n'ont pas de ressources locales et ils ont des demandes très très importantes. Et plus on va vers le massif, et finalement mieux on se porte entre guillemets par rapport aux besoins, avec toute une frange moyenne, on va dire, du moyen pays, où on est sur un équilibre qui est bon an, mal an, qui se situe on a ce qu'il faudrait sur le territoire. Et en fait, du coup, la réalité du territoire régional, elle est carrément inversée. C'est-à-dire qu'en fait, les territoires, la plupart des territoires, pas le Nord Vaucluse, mais quand même la plupart des territoires qui étaient en rouge, en fait, c'est des territoires qui actuellement ne connaissent pas de problématiques de ressources en eau, qui sont dits, en fait, entre guillemets, sécurisés, qui sont donc c'est tous les secteurs qu'on retrouve maintenant un petit peu en vert, et en fait, donc c'est toutes les surfaces agricoles qui sont sur des ressources maîtrisées, c'est-à-dire les ressources du Rance et Verdon, les ressources qui ont été aménagées, en fait, donc EDF, je pense, vous le présentera demain, donc avec le grand aménagement hydroélectrique de la Durance et du Verdon, et surtout la constitution des grandes réserves régionales. Donc Serre-Ponçon, donc elles sont représentées en fonction de leur capacité, c'est pour bien montrer quand même l'importance que peuvent avoir et Serre-Ponçon et Sainte-Croix sur le territoire régional, et elles irriguent effectivement tout ce secteur du littoral et du sud Vaucluse, même ouest Vaucluse, pour finalement sécuriser ces territoires. Et les territoires qui étaient finalement pour certains en équilibre, on voyait un petit peu précaires, c'est une bonne partie des territoires qui sont identifiés en jaune. Et ces territoires identifiés en jaune, c'est ceux qui en fait apparaissent, alors là c'était la carte du SDAGE précédent, mais ils sont toujours dans le SDAGE sur cette problématique-là, comme déficitaires. C'est-à-dire que c'est en fait bien les territoires sur lesquels on a des questionnements sur comment répondre aux besoins par rapport aux ressources locales, parce que justement eux ils sont finalement hors de ce schéma en fait de transfert d'eau de la Durance et du Verdon, et ils ne sont pas sur des ressources
maîtrisés avec des grandes réserves, du coup, qui permettent d'alimenter au moment où on en a besoin, et donc sur lesquels on a vraiment un travail à conduire. Donc cet aménagement important, hein, on voit qu'il a finalement inversé la problématique de chaque territoire par rapport à sa réalité locale. Donc ça, c'est vraiment un des points forts quand même de ce territoire, hein, c'est d'avoir quand même réussi, là où il y avait des fortes demandes, finalement, à aussi sécuriser et amener de l'eau à travers cet aménagement. Comme il a dû vous être dit ce matin, après, avec toutes les limites qu'il peut y avoir, hein, c'est-à-dire qu'on sait que la ressource disponible quand même sur cet aménagement va finir par être quand même limitée. Donc il faut quand même qu'on envisage des réflexions sur un partage de la ressource. Mais on a surtout là une urgence quand même à travailler aussi sur ces territoires qui, eux, sont déjà en fait dans un cadre déficitaire. Et cette carte, elle montre aussi que on a un front d'urbanisation, donc c'est une grande flèche rouge, hein, donc c'est tout le territoire effectivement Vaucluse et littoral est très 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 urbanisé, très aménagé. C'est quand même 80% de la population qui se situe là, hein, de la région, hein, donc il faut quand même aussi bien l'avoir en tête. Donc forcément, ça pousse vers l'intérieur, et en particulier sur l'axe du Rance aussi. Et donc on voit bien aussi que cette frange d'urbanisation, elle va se rendre sur ces territoires déficitaires. Donc il faut qu'on ait cette réflexion d'aménagement régional futur sur les disponibilités de la ressource et comment on partage la ressource entre tous les acteurs, sachant qu'aussi on a évidemment des pressions du coup sur les milieux localement et puis sur les aquifères, j'en parlerai juste après. Voilà. Donc, parce qu'on a aussi quand même les eaux souterraines. Alors par contre, ah oui, donc j'ai oublié une diapo. Du coup, ah oui, alors j'ai oublié une diapo, je suis désolée. Mais quand même, ça ne vient pas. Oui, alors juste, alors pour revenir avant, pour mémoire aussi, il faut que vous sachiez quand même que, alors là, en plus c'était un camembert avec des pourcentages, c'est dommage. Il y a 86% des prélèvements qui sont réalisés dans les eaux superficielles. Donc on a 86% de l'eau prélevée, donc pareil, on compte hors hydroélectricité, hein, je parle agriculture, AEP, industrie, golf, enneigement, etc., tous usages, mais hors hydroélectricité. 86% en fait des prélèvements sont réalisés dans les rivières, hein, et 14% dans les eaux souterraines. Donc on voit vraiment la prédominance, hein, de l'importance en fait, hein, des eaux superficielles dans l'approvisionnement en eau des usages de la région. Donc ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'on travaille, qu'on a beaucoup travaillé sur cette question du partage de la ressource en eau. Je reviendrai un peu aussi après le pourquoi d'un schéma régional de la ressource en eau, mais clairement, la région s'est aménagée autour de ces rivières, et en particulier autour de la Durance et du Verdon. Mais ce n'est pas les seuls transferts, hein. On a aussi des transferts en fait, des Alpes-Maritimes vers le littoral à travers le canal de la Vésubie, ou de la Siagne aussi, donc qui est un cours d'eau qui est juste à la limite du département du Var et des Alpes-Maritimes, qui alimentent tout le secteur en fait, aussi de Grasse et tout le littoral sur ce secteur-là. Donc des gros besoins aussi, des grosses demandes, où on a du coup un transfert, alors plus en kilomètres un peu moins long, mais qui est bien le même symbole de la montagne alimente le littoral, quoi, en fait. Alors quand même, on s'est interrogé à l'époque du diagnostic du source sur les eaux souterraines, parce qu'on s'est dit, voilà, finalement, il y avait de l'eau en surface, alors du coup, c'est ce qui a été utilisé plus facilement. Et puis, il faut, en fait, finalement, nos eaux souterraines, c'est qu'on ne les connaît pas très bien, en fait. On a un système hydrogéologique très complexe, vraiment particulièrement complexe quand même par rapport à d'autres régions, avec des karstes, avec des nappes alluviales, avec des nappes profondes. Enfin, donc c'est quelque chose de très compliqué. Mais on sait qu'on a de l'eau aussi, en fait, sous la terre. On sait qu'on a pas mal d'eau. Et en plus, quand on regarde vraiment les ressources potentielles quand même connues, identifiées par le BRGM, on voit qu'elles sont assez bien placées. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt sur la partie ouest et la partie sud de la région. Donc c'est tous les disques que vous pouvez voir. Donc finalement, on se dit elles sont au bon endroit. Là pour le coup, c'est de l'eau, elle est à l'endroit où finalement on a le plus de population, le plus d'usage. Mais c'est aussi ce qui va les rendre beaucoup plus vulnérables, puisque du coup, c'est des territoires sur lesquels on a une occupation du sol particulièrement
fortes avec des activités qui peuvent avoir un impact. Donc on a un déficit de connaissances, mais il faut du coup maintenant, et ça a été un de nos grands chantiers, qu'on travaille à mieux les connaître, mais aussi à mieux les protéger, parce qu'on sent et on sait que ça sera à terme une ressource disponible, intéressante pour les collectivités sur ces zones où on en aura besoin. Donc voilà, un travail où dans le diagnostic, ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on commence à y réfléchir un petit peu plus sérieusement. Et puis le dernier point du diagnostic, c'est que quand on réfléchit à la pluviométrie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on a un cumul annuel. Si on prend le cumul annuel, on est sur des précipitations assez importantes. En gros, on a une pluviométrie quand même forte, qui n'est pas moindre, entre guillemets, que celle, par exemple, du bassin parisien. La seule différence, c'est que nous, on a un déficit estival, c'est-à-dire que pendant 3-4 mois, il ne va quasiment pas pleuvoir et que ça va se concentrer essentiellement sur l'hiver et en particulier aussi sur le système de montagne. Par contre, le deuxième vrai souci qu'on peut avoir ici, c'est qu'on a une variabilité interannuelle de cette pluviométrie très forte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un gradient, même sur une ville comme Gap qui est dans l'espace montagne, un gradient de 1 à 6 en fait, entre 2 années en termes de pluviométrie, de globalité de cumul annuel. Donc là, on se rend bien compte que le souci, il va être de se dire, mais il faudrait qu'on ait moyen de passer une année sèche ou pas. Et sauf que on n'est pas équipé pour l'instant vraiment sur une capacité de régulation interannuelle en fait en termes de stockage. C'est-à-dire qu'on est sur des rivières, donc les rivières, du coup, elles ont leur système de régulation avec la fonte des neiges, etc. Et on n'a pas, voilà. Et les stockages, même les grandes réserves et surtout Serre-Ponçon, sont organisées en fait sur un rythme de gestion annuel, c'est-à-dire qu'il y a une vidange en fait et elle se remplit à nouveau au printemps. Donc le diagnostic, il a quand même permis aussi de réaliser qu'il fallait qu'on essaye de réfléchir en fait à un aménagement de notre territoire et un développement des usages qui soit cohérent avec les capacités en fait évaluées des systèmes hydrologiques en année sèche. Donc voilà, ça c'était aussi quand même un des points forts du diagnostic, de se dire il va falloir, si on veut ne pas être en crise trop souvent, plutôt commencer à restreindre un peu les demandes pour essayer de se caler plutôt sur les années les plus sèches et puis les années où il y aura de l'eau, on sera tranquille au moins, voilà, on posera moins de questions. Ce qui n'est pas forcément si simple parce que bien évidemment, on a quand même une évolution de la région. Donc ça, c'était un des points qu'il fallait qu'on prenne en compte, puisqu'il y a quand même une évolution démographique assez forte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc une pression urbaine qui augmente. Il y a une diminution de la disponibilité de la ressource en eau à venir avec les questions de changement climatique. Et donc du coup, tous ces événements, plus une période de crise en fait, entre 2000 et 2007, ont fait prendre conscience qu'il fallait peut-être vraiment avoir une réflexion à l'échelle régionale sur ces questions-là. Le fait d'avoir eu entre 2003 et 2007 4 années de sécheresse a montré en fait que même sur le secteur maîtrisé, c'est-à-dire la Durance et le Verdon, il pouvait y avoir des problèmes. En 2007, il a fallu demander à EDF de déstocker en fait, de l'eau au-delà de la réserve attribuée pour l'agriculture. Et donc, bien évidemment, ce qui est normal, EDF a demandé à être rémunéré en fait, pour ce déstockage. Et du coup, les collectivités et l'État ont aidé l'agriculture là-dessus, mais on dit on le fait une fois, mais on ne le fera pas deux. Voilà, c'est pas durable comme réflexion. Donc, de ça est née l'idée qu'il fallait avoir cette réflexion globale, ce diagnostic qui a été conduit, etc., pour amener l'ensemble des acteurs à travailler ensemble sur une adaptation du territoire et des usages par rapport à la disponibilité de la ressource en eau. Et en plus, oui. La semaine prochaine, juste un aparté pour l'histoire du cycle annuel et interannuel, c'est que la semaine prochaine, dans les sujets de synthèse qui seront proposés aux étudiants, donc l'étude bibliographique, technique, et visuelle qu'ils vont faire, il y a un sujet sur est-ce qu'il faut étudier les retenues sur des cycles de plusieurs années ou continuer à faire sur le cycle annuel et on risque d'avoir des problèmes, par exemple. Ils vont également travailler sur
sur le barrage de Sivens, qui a été fortement contesté, mais qui sera peut-être, quand on fait les calculs sur des hydrologies de 3 ans ou 5 ans, on va peut-être s'apercevoir qu'il sera nécessaire de quelques années. Oui. Mm-hmm. Bon, ça c'est alors vraiment c'est juste une petite diapo. Bon, je pense que vous avez un peu déjà eu des informations sur les démarches projets de manière générale. Donc le source il s'est basé sur une démarche un peu classique, hein, c'est-à-dire de diagnostic, de prospective et de mise en commun pour établir une stratégie. Ce qui a été vraiment intéressant, en fait, c'est qu'on a travaillé sur de la co-construction. C'est-à-dire que l'objectif, il était, au-delà de faire un diagnostic avec tous les chiffres qu'on a pu récupérer, c'était aussi de faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec le diagnostic, en fait. Et donc, c'était surtout cette partie-là qui a été assez longue, hein. On a mis du temps, on a fait beaucoup d'ateliers sur le territoire régional. Et je pense que c'est une des plus-values vraiment de cette démarche. Ça a été de mettre dans des salles, en fait, des acteurs en commun qui mettaient en commun leurs problématiques, chacun en fonction de leur point de vue, mais du coup qui partageaient aussi avec les autres acteurs. Et c'est surtout, finalement, c'est autant cette démarche-là de co-construction qui a apporté que, finalement, le fait d'établir un diagnostic et d'avoir des chiffres en commun, c'était vraiment le fait de se retrouver ensemble et d'élaborer, en fait, des projets en commun pour le territoire régional. Donc ça, c'était vraiment un point important et du coup qui a vraiment permis aussi de placer le schéma dans cette vision et les enjeux du changement climatique. Alors, je ne sais pas si ce matin ont été abordées les questions de R2D2 aussi un petit peu, ou si vous ont présenté les chiffres, voilà, un petit peu de modélisation. Clairement, voilà, on sait que, en fait, si on le replace à l'échelle régionale, le changement climatique, c'est la réduction du stock nival. Ça, c'est une évidence. R2D2 l'a redémontré après et au moins nous a donné des vrais chiffres là-dessus. C'est une amplification des étiages. Ça aussi, ça a été redonné au moins déjà pour la Durance, mais on peut s'attendre encore à pire pour un certain nombre de cours d'eau qui ne sont pas forcément soutenus par des glaciers. Et puis, sur des territoires, sur certains territoires, un risque d'insuffisance des ressources locales. Et en plus, en parallèle, si on se replace au niveau régional, il y a la question de la remontée en fait, du niveau marin et l'évolution du biseau salé qui risque aussi pour certaines ressources souterraines du littoral qui sont vraiment stratégiques pour ces territoires-là, une évolution qui peut contaminer et du coup, en fait, ne plus permettre l'exploitation de ces ressources sur le littoral. Donc on voit qu'on est un petit peu cerné en fait, par ces problématiques et qu'il va falloir du coup avoir une vision vraiment globale pour optimiser les capacités en fait, d'utilisation et d'exploitation de l'ensemble des ressources. Donc tout ça, ça a été, entre guillemets, mis à plat dans le schéma de la ressource en eau qu'on a finalisé en 2012, donc avec un diagnostic et l'ensemble des documents et un certain nombre de livrets complémentaires avec des zooms territoriaux, un volet cartographique, etc. Donc tous ces documents, globalement, hein, sur toutes les stratégies qui concernent la gestion de l'eau en région, sont disponibles sur le site de l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques, qui est animé par notre agence régionale pour l'environnement, l'ARP-PACA. Et surtout, après ce source, on a essayé de travailler une mobilisation des acteurs sur le territoire à travers une charte régionale de l'eau pour essayer de faire connaître en fait, ces problématiques, les enjeux qu'on a en région. Parce que clairement, hein, ceux qui ont travaillé sur le source, c'est quand même des personnes qui sont déjà, entre guillemets, dans le milieu de la gestion de l'eau. Et le problème qu'on peut avoir, c'est comment on mobilise au-delà d'autres acteurs pour qu'ils s'investissent aussi sur les questions d'économie d'eau et sur le fait de prendre conscience, en fait, hein, surtout qu'ils puissent prendre conscience en fait, des enjeux qu'on peut avoir sur la gestion de l'eau dans notre région. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un des gaps qu'on a très souvent, hein, puisqu'on est tous des techniciens de la gestion de l'eau, c'est comment finalement on rend
accessibles, ces problématiques-là, aux autres acteurs qui finalement sont ceux qui vont aussi devoir contribuer quelque part dans leur comportement ou dans leurs objectifs à intégrer ces problématiques-là. Donc on a essayé avec ce document de la charte qui reste quand même encore un petit peu très techno, mais qui reste techno, mais qui avait cette volonté d'essayer déjà de simplifier un petit peu l'ensemble du diagnostic et les grandes actions qu'on pouvait avoir à conduire. Vous pouvez juste retourner. Oui. Je pense que le PPT, vous l'aurez, de toute façon, je vous le renverrai en PDF. Parce que, donc, comme ça, vous aurez tous les éléments sur ça. Alors, suite aux sources et à la charte, on a eu en fait 2 démarches complémentaires, on va dire un peu de déclinaison et puis plus thématiques qui ont été portées. Alors, une première sur la définition d'une stratégie régionale spécifique à l'hydraulique agricole, qui a été portée par la profession agricole, par la Chambre régionale d'agriculture, avec l'ensemble des chambres et des fédérations d'irrigants. L'objectif, c'était justement de se dire on a un patrimoine très important en termes d'hydraulique agricole. Le canal de Manosque, tout à l'heure, vous verrez, c'est vraiment des ouvrages anciens, mais on se pose vraiment des questions sur leurs enjeux. Alors au départ, la profession est plutôt venue pour nous dire, nous, on aimerait bien faire un schéma pour voir où est-ce qu'il faudrait rajouter des tuyaux, amener de l'eau, etc. C'est peut-être pas que ça le problème de l'agriculture en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'irrigation. Le problème et effectivement, en travaillant vraiment sur cette stratégie, on s'est rendu compte qu'il y avait bien plus de questions qui se posaient sur la question de la pérennisation en fait, des structures qui gèrent ces canaux ou sur comment faire face au transfert, en fait, comment on peut protéger les terres agricoles irriguées de l'urbanisation, puisque c'est souvent celles qui partent en premier. C'est vrai que c'est quand même vachement plus intéressant de lotir sur un secteur qui a déjà de l'eau, donc tant qu'à faire, c'est une plus-value. Sauf que du coup, c'est autant de terres agricoles irrigables et souvent de bonne qualité qui sont plus exploitables. Et qui disparaissent. Donc voilà, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même des enjeux très très importants pour cette hydraulique agricole. Et donc on essaye de travailler maintenant à des outils, justement. Là, on essaye d'établir une règle dans le futur SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires de la région, qui essaye de protéger les terres agricoles déjà irriguées. On essaye aussi de mettre en place un pôle de compétences d'appui aux structures syndicales autorisées, aux ASA, pour justement les aider dans leur démarche d'économie d'eau, parce qu'il faut un appui juridique, financier. Alors vous allez voir l'ASA du canal de Manosque qui a des techniciens, mais c'est un peu une ASA pilote en fait, mais la plupart des ASA n'ont que des bénévoles en fait, des agriculteurs qui ont du mal à monter des dossiers, à faire des appels d'offres, qui ont besoin aussi d'appui en fait, technique et financier sur ces démarches-là. Donc suite à cette démarche, on essaye maintenant de mettre en place un certain nombre d'outils pour répondre aussi à ces enjeux qui ont été identifiés. Et puis une deuxième stratégie, parce que dans le diagnostic, on avait juste vu qu'on connaissait... Oui, pardon. Oui. Tu peux préciser le rôle de la Chambre régionale d'agriculture ? Alors c'est la Chambre qui a apporté en fait. Nous on a souhaité vraiment que ce soit la profession agricole qui puisse réaliser. Alors on a financé, ils ont fait appel à un bureau d'études, voilà. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'ils ont souhaité, comme c'était vraiment dans la suite du source, se mettre dans la même démarche de participation, c'est-à-dire qu'aux différentes étapes, en fait, ils n'ont pas fait ça qu'au sein de la profession agricole. Ils ont souhaité mettre en fait en commun avec les représentants de l'environnement, les collectivités, etc. Chaque niveau en fait de travail de la stratégie, pour que les problématiques rencontrées par l'agriculture sur l'hydraulique agricole soient bien partagées avec les autres usagers de l'eau. Donc ça, c'était vraiment intéressant et c'est bien eux qui ont porté. Nous, on les a financés avec l'agence de l'eau, bien évidemment, mais c'était eux qui étaient maîtres d'ouvrage et qui ont vraiment réalisé ce travail-là.
Et en parallèle, on a également conduit, puisqu'on avait vu, voilà, dans le diagnostic, on savait juste qu'on ne connaissait pas grand-chose des eaux soutes et qu'on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire dessus. Donc on s'est dit, on va faire une stratégie aussi, enfin on va refaire un groupe de travail régional sur les eaux souterraines et essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, ça a été porté du coup par le BRGM, l'Agence de l'eau et la région. Bien évidemment, notre objectif a été surtout déjà d'identifier quelles étaient les masses d'eau souterraines prioritaires sur lesquelles il fallait acquérir de la connaissance ou mettre en place des systèmes de protection. Mais c'était aussi, et on travaille aussi là-dessus depuis, c'était comment on définit des outils, des méthodes à mutualiser à l'échelle régionale. Là, on va sortir normalement le mois prochain un guide régional sur comment prendre en compte les eaux souterraines dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce document en essayant d'identifier quelles sont les problématiques spécifiques à la région pour essayer de mieux faire prendre... voilà, on l'a vu tout à l'heure, il faut que dans les documents d'urbanisme, on puisse protéger ces eaux souterraines et toutes les zones vulnérables de recharge quantitative et de pénétration de pollution possible en fait. Donc du coup, voilà, on a mis en place ce document qui devrait sortir le mois prochain, mais c'est typiquement le genre d'outil qui avait été identifié dans notre stratégie où on s'était dit il faut qu'on ait des axes de travail sur ces questions-là. Voilà, donc cette stratégie, elle a été terminée en 2015, donc là maintenant on est plutôt sur la mise en œuvre de ces différents documents et stratégies. Et donc à travers finalement, donc c'était le deuxième point de la présentation, à la suite de tout ce travail, on a mis en place en fait donc une instance, une assemblée, une sorte de petit parlement régional de l'eau, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vraiment une volonté en fait, parce que comme je vous le disais, ce qui a été important, c'est finalement la démarche autant que le résultat et même que le diagnostic, c'était le fait qu'on ait pu favoriser en fait le dialogue entre les différents acteurs et tout le monde a été vraiment d'accord pour dire il faut qu'on puisse avoir encore ce lieu qui perdure et qui puisse nous permettre de continuer ces échanges et puis du coup qui permettent aussi de finalement mobiliser, motiver les acteurs en fait à travailler sur une adaptation du territoire sur l'eau. Donc l'idée de cette agora, c'est donc d'être cet espace de dialogue et d'échange. Finalement, c'est de mutualiser des outils, c'est de diffuser des bonnes pratiques. Donc on s'appuie pour ça aussi sur les outils comme l'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques. C'est de favoriser un peu les portées à connaissance des actions exemplaires, mais c'est aussi finalement de formuler des avis ou contribuer à des démarches en fait différentes. Et puis c'est même faire du lobby. Voilà, on est en train de faire évoluer un petit peu cette agora qui est donc, enfin je vais vous expliquer un peu comment elle est composée, mais on est de plus en plus dans comment faire prendre en compte les enjeux de l'eau finalement dans d'autres démarches. Donc typiquement, on a fait une contribution pour le SRADET, justement, pour le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. On a fait une contribution en disant, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il faut que le SRADET prenne en compte la question de l'eau, les enjeux de l'eau. Voilà quels sont les enjeux, et donc on va le retrouver en fait dans le document définitif. On retrouvera ces préconisations. On a fait aussi en fin d'année dernière, je crois que je le dis à la fin, mais une contribution pour le 11e programme de l'Agence de l'eau, où là, c'est vraiment les acteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui disent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il faut que l'Agence continue de financer absolument ces différents axes, parce que c'est ce qui va être important pour l'adaptation du territoire. On sait qu'il y a un comité de bassin, c'est lui qui travaille à ces questions-là, il y a un conseil d'administration de l'Agence, mais en tant que territoire, on a fait remonter via l'Agora en fait, des demandes en fait, en disant voilà pour notre territoire ce qui est important et c'est un moyen quand même de peser sur les décisions ou les choix qui peuvent être faits à aussi une autre échelle. Donc l'idée c'est bien d'être en interface, en fait c'est ça que je voulais, on est bien en complémentarité de ce qui se passe sur les territoires, ce qui va se passer par exemple dans le PTB Durance et le SAGE, et on est en interface avec voilà, le niveau bassin, le niveau et en coordination en fait, en animation du territoire entre les instances.
L'Agora, on a voulu... alors, c'est donc une assemblée qu'on a essayé d'organiser de manière un peu représentative. Donc, c'est pas, en fait, on n'invite pas largement, en fait, tous les... on n'invite pas largement tout le monde parce que c'est vrai qu'on s'est dit sinon on ne pourra jamais avoir une instance pour travailler, pour rédiger des contributions. Il faut qu'on soit quand même un petit peu sur une échelle de travail. Donc on a un peu limité à peu près à une centaine de membres en fait l'instance, avec pour seule obligation l'adhésion à la charte régionale de l'eau. Il fallait, et c'était une volonté de nos élus, dire on a fait tout un travail en commun avec l'ensemble des acteurs du territoire pour travailler dans cette agora. Il faut être au moins d'accord avec le diagnostic et les enjeux qui ont été identifiés ensemble dans le cadre du source. Donc voilà, c'est la seule obligation qu'il y a pour pouvoir siéger. Et aussi, on demande en fait aux membres de participer activement aux commissions. Je vous expliquerai un petit peu après quelles sont ces commissions de travail. On a fait, alors, en termes d'organisation, quelque chose de très simple, de très courant, qui correspond aux commissions locales de l'eau, et puis à un certain nombre d'autres instances, comme comité de bassin, etc., avec les 3 collèges, élus, usagers, État. Chez les usagers, on a fait en sorte d'avoir des représentants quand même assez diversifiés. Alors bien évidemment, les représentants de l'irrigation, de la profession agricole, puisqu'ils sont quand même largement concernés. Mais on voulait absolument aussi avoir d'autres représentants du développement économique et du tourisme, les opérateurs évidemment privés de l'eau et de l'énergie, et puis aussi tout le volet, bien évidemment, environnement, culture, patrimoine, consommateurs, qui soient bien représentés au sein de ces usagers. À la différence, par exemple, par contre, d'une commission locale de l'eau, et parce qu'on est sur une instance volontariste, on n'a pas, nous, on est plutôt, en fait, pour ce qui nous concerne, sur un nombre de membres à peu près équivalent d'élus et d'usagers. Voilà. Alors que dans les commissions locales de l'eau, il faut au moins 50% qui soient représentés par les collectivités. Mais pour le coup, nous, on est plutôt sur quelque chose d'assez... On est pour l'instant sur le même nombre exact d'élus et d'usagers représentés. L'État représente 15% à peu près, en fait, de l'Assemblée. Pardon. En fait, ça s'est fait un peu naturellement au final, et je pense que c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet, alors c'est vrai que ça fait un peu moins d'élus, mais nous, on n'a pas en fait de vocation à prendre des décisions qui puissent avoir un impact, puisqu'un SAGE, du coup, ça s'impose quand même un certain nombre d'autres procédures. Nous, on est vraiment sur quelque chose d'assez volontariste. Et donc, l'idée, c'était plutôt d'ouvrir au dialogue entre les élus et les usagers, en fait. Voilà. Donc, ce qui faisait qu'on n'avait pas, comme on n'avait pas d'obligation réglementaire derrière, ça s'est fait assez naturellement. Il y avait quand même finalement beaucoup de représentants des usagers qui voulaient être présents. Et donc, finalement, on a équilibré plutôt dans cet esprit-là. Mais ce qui me semble pour le coup intéressant dans une instance de dialogue, quoi, en fait. Voilà. On est vraiment plutôt sur un lieu d'échange et pas de décision formelle. Et puis du coup, l'Assemblée, en fait, elle a été constituée à la fois de ce qu'on appelle les membres de droit, c'est-à-dire en fait des structures qui sont d'échelle régionale ou dont la légitimité est évidente. On ne pouvait pas faire une agora sans avoir EDF en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, typiquement. C'est quand même eux qui sont les gestionnaires de la ressource essentielle de la Durance et du Verdon et même de la Siagne. Donc du coup, forcément, voilà, il y a des structures où on savait que si elles n'étaient pas au sein de l'agora, quelque part, ça n'aurait pas de sens d'avoir une instance de niveau régional. Et puis souvent, la plupart de ces instances étaient déjà dans ce qu'on appelait avant le comité des partenaires du source, en fait, qui avait suivi toute la démarche. Donc ils ont été réintégrés un peu de fait dès lors qu'ils signaient la charte régionale de l'eau. Et puis après, on s'est dit qu'il nous faudrait des acteurs plus locaux, mais on ne va pas demander à tous les gestionnaires de milieux aquatiques, pas toutes les communes, pas tout, etc. Et donc on a fait un appel à candidature à l'époque pour avoir des collectivités ou des structures locales qui soient motivées. Et d'ailleurs, l'association syndicale du canal de Manosque a candidaté et est membre de l'Agora au titre du groupe des irrigants et voilà, du collège des usagers. Donc ça nous a permis comme ça d'avoir finalement des acteurs impliqués qui souhaitaient venir travailler au niveau régional et un peu représentatifs de tous les échelons. Est-ce qu'il y a des experts
de France Nature Environnement ou de... Alors, Si vous conseillez pour BRGM, par exemple, BRGM. Alors, le BRGM fait partie en fait des structures du collège État en fait, et donc dans les membres de droit ils y étaient en fait, ils ont signé la charte. On a FNE fait partie des associations aussi au niveau régional, était identifié dans les membres de droit. En fait, ils ont suivi toute la démarche du source et du coup ils sont là. Par contre, on n'a pas de collège, enfin de conseil scientifique. Enfin, bon, on a souvent discuté avec Sophie qu'on aimerait bien avoir des partenariats, mais pas forcément, enfin, c'était pas une volonté d'avoir vraiment un conseil scientifique. Mais par contre, après, c'est ce que je voulais aborder dans les différentes commissions, on fait intervenir certains experts. Tout est assez ouvert, hein, et même en assemblée plénière de l'Agora, on peut avoir des intervenants extérieurs de l'Agora ou des experts scientifiques qui viennent expliquer un petit peu où en est telle ou telle démarche, sans problème, quoi. Mais effectivement, ces structures-là, par contre, elles sont membres de l'Agora et assez actives en plus. Donc on a un fonctionnement voilà, un peu classique, hein, avec 3 commissions thématiques et un bureau en fait qui commence à prendre beaucoup plus de place qu'avant, mais et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait c'est une instance très politique dans laquelle on retrouve les élus de la région, mais aussi des élus qui sont présidents des commissions thématiques. Donc le président du SMAVD, du syndicat de la Durance, et maintenant préside la commission gouvernance et aménagement du territoire. Donc il est aussi membre du bureau de l'Agora, ce qui nous permet aussi d'avoir des liens forts en fait, hein, avec des acteurs importants du territoire. Et on a des représentants des usagers et les représentants de l'État, et c'est une instance d'une quinzaine de personnes qui, du coup, avec la directrice de l'agence de l'eau, la directrice de l'Adréal, qui viennent et qui échangent en fait entre élus, et ça permet aussi de ce fait d'avancer sur un certain nombre de dossiers pour la région, pour la région au sens, pas l'institution région, mais pour le territoire régional, qui permettent de faire avancer pas mal de choses sur la question de l'eau. Et voilà, on sent qu'il y a une vraie dynamique politique qui se met en place avec cette instance de l'Agora. Alors, oui, pardon. Comment le travail est découpé du coup avec les commissions du SMAVD? Est-ce que c'est coordonné Alors en fait, nous, on est au niveau régional, hein, donc c'est vrai qu'on est vraiment sur, voilà, c'est pas la même échelle. Et du coup, nous, on va se poser peut-être des fois des questions l'idée, c'est plutôt d'être sur un niveau où on va être un peu supra. Eux vont travailler dans leur commission sur des sujets qui sont spécifiques vraiment au bassin versant de la Durance, avec des problématiques assez opérationnelles, assez concrètes, hein, même pour certaines actions, qui concernent vraiment leur territoire. À charge, par contre, pour certaines actions, à nous de pouvoir soit faire en sorte de voir si on peut avoir une vision régionale de ces mêmes problématiques, ou en tout cas d'utiliser et d'exploiter aussi leurs résultats pour le faire connaître à d'autres territoires qui pourraient en avoir besoin. C'est aussi une question de transfert de connaissances ou de transfert de bonnes pratiques ou d'outils, etc. Donc voilà, on est plutôt sur cette complémentarité-là en termes de travail. Vous dites sur leur territoire, mais leur territoire, parce que c'est votre territoire. Oui. Donc il n'y a pas des actions qui se recoupent, il n'y a pas des... Si, forcément. Le message qui arrive là. Oui. Oui, je sais. C'est un peu le même type de discours finalement. Oui. Ben, en fait, il y a un besoin spécifique sur la Durance, comme on le montrait tout à l'heure, hein, d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur le partage de la ressource en eau de la Durance. Après, c'est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, pas la seule ressource en eau de la région. Et puis, comme on a aussi toute cette complexité avec les eaux souterraines à intégrer dans ces questions. Donc on est bien en fait sur l'idée qu'on est en complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un acteur opérationnel ils vont mettre en place une commission locale de l'eau qui, elle, pour le coup, aura à charge de prendre des décisions à terme sur le partage de la ressource en eau de la Durance. Et donc ils vont devoir travailler vraiment sur des choses très précises et assez pointues. Nous, on est effectivement plus sur un niveau de méthode, d'outils, à la limite, ce qu'on va pouvoir peut-être
proposé par rapport aux sages de la Durance, c'est des préconisations en disant attention sur ces territoires-là qui sont hors du territoire Durance ou qui peuvent avoir un lien avec ce territoire mais de loin, ou etc. Comment les prendre en compte et comment aider en fait à travailler sur ces questions-là. Après, l'idée c'est aussi de voir comment on les aide pour sortir de leur bassin versant, parce que c'est un peu toute la problématique de la Durance, c'est qu'ils ont beaucoup de sujets qui sont vraiment liés au bassin versant de la Durance, ils ont dû vous le dire, hein, donc tout ce qui est milieu aquatique, risques naturels, enfin des risques inondations, etc. Ils ont déjà des problématiques très importantes. Et il y a ce volet ressources en eau qui, effectivement, intègre un bassin déversant. Et donc sur ça, on est en train de travailler aussi avec eux pour voir comment, à terme, on pourrait aussi les appuyer dans l'animation en fait, extra-bassin versant sur cette thématique spécifique de la ressource en eau. Sachant que nous, par exemple, typiquement, on ne traite pas toute la question des inondations, ce n'est pas du tout dans notre champ, on est vraiment sur la question de la ressource en eau. Donc voilà, donc on est plutôt sur un travail complémentaire et c'est aussi pour ça qu'on est très content que du coup le CMAVD soit très impliqué dans les instances voilà, du bureau de l'Agora et on travaille vraiment avec eux pour aller vers une complémentarité de nos enjeux. Sachant qu'il y a tellement de travail qu'on peut se le partager sans trop de problèmes parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire parce que voilà, il y a toute cette question de comment créer des outils. Donc là, entre autres, sur la commission gouvernance et aménagement du territoire, c'est aussi comment on soutient les gouvernances collectives de gestion de l'eau. Hein. Donc on a travaillé beaucoup sur comment on met en œuvre la GEMAPI, par exemple, sur le territoire régional, à charge effectivement après à chacun des territoires et donc au SMAVD de le faire sur son territoire. Voilà, nous on est plutôt sur un aspect méthodologique, soutien en fait au territoire et après chaque territoire doit mettre en œuvre en termes d'animation. Nous au niveau régional on n'a pas la capacité d'aller dans tous les syndicats en fait pour soutien financier et technique. Et technique aussi voilà et avec. Voilà, on va dire que c'est nous, on est maître d'ouvrage de cette animation, mais eux, effectivement, du coup, ils réalisent après l'animation sur leur territoire. Quoi. Voilà. Ils sont maîtres d'ouvrage de ça, tout à fait. Oui, oui. Vous êtes évidemment en contact permanent. Quoi. Ah oui, on travaille beaucoup avec eux. Donc oui, ça, oui, c'est clair. Avec eux, mais aussi avec les autres usagers. C'est-à-dire que, voilà, avec les ASA, avec les chambres, avec EDF, avec la SCP. Alors, moi, ça, je leur dirai tout à l'heure, mais en plus, la région est concédante de la SCP, donc on a aussi, nous, un gros travail sur la Société du Canal de Provence. Donc voilà, donc c'est un petit peu... Et l'idée, c'était juste de vous montrer là tous les sujets qu'on peut un petit peu aborder dans les différentes commissions, et qui montrent qu'il y a un balayage à faire énorme en fait en termes de travail qui rejoignent effectivement les problématiques un peu de chaque territoire, mais avec quels outils, comment on met en place des démarches et comment on les relaie aussi. Voilà, ça c'est vraiment un point essentiel. Parce qu'il y a toutes les questions aussi de solidarité régionale, d'innovation, de connaissance des milieux, de connaissance des qualités à mutualiser, à bancariser au niveau régional pour essayer aussi de travailler sur ces questions-là et de manière plus générale aussi d'accompagner les territoires à une réflexion vraiment sur l'adaptation au changement climatique. Donc on travaille aussi sur toutes les questions de quelles possibilités de nouvelles ressources. Hein. Donc on a à la fois, il y a un territoire sur le Nord Vaucluse qui réfléchit éventuellement à une mobilisation des eaux du Rhône. On essaye aussi de promouvoir un peu plus la réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral, mais aussi et surtout comment on fait plus d'économie d'eau, parce que c'est quand même, ça reste quand même la première source la première ressource qui pourra être mobilisée ensuite. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on travaille du coup nous aussi à des contributions de manière régionale. Donc, comme je vous le disais, SRADET, 11e programme de l'agence, ça c'était pour l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des conventions territoriales. Oui. Le SRADET, est-ce que tu peux expliquer peut-être en deux mots? Oui, vous avez jamais entendu. Alors, ouais. Alors, le SRADET. Alors, en fait, depuis très longtemps, en fait, les régions peuvent mettre en place des schémas régionaux d'aménagement du territoire, qui sont devenus ensuite des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires, les SRAT.
Et puis qui depuis du coup la loi NOTRe, loi MAPTAM, je ne sais même plus laquelle des deux a fait la loi NOTRe, je pense, je ne sais plus, a imposé aux régions de mettre en place des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'équilibre des territoires, donc SRADET. Donc c'est des documents de planification à l'échelle régionale qui doivent en fait accompagner les territoires locaux sur en leur donnant des préconisations en fait sur le développement futur du territoire. Donc c'est à la fois avoir une vision finalement du développement du territoire régional, mais c'est aussi mettre en place des objectifs et des règles pour ce territoire en fonction du diagnostic de ce territoire et des grands enjeux des priorités. Alors, ce schéma régional, c'est quand même assez important maintenant puisqu'il s'impose en fait aux documents locaux, c'est-à-dire aux SCOT, le schéma de cohérence territoriaux. Ça, vous voyez les schémas de cohérence territoriaux et aux plans locaux d'urbanisme. Donc, ces deux schémas de planification locaux, en fait, qui sont quand même essentiels, puisque les SCOT et les PLU définissent finalement les zones à urbaniser, les zones à laisser en espace naturel. En fait, c'est ce qui définit finalement, pour un territoire et d'une commune et d'une intercommunalité, le futur développement de son territoire. Avant, devaient être déjà compatibles avec le SDAGE. Maintenant, ils devront être compatibles avec le SRADET voté par la région, approuvé par la région. Le SRADET, du coup, quelle est la cohérence avec les ressources en eau disponibles? C'est-à-dire que si la région dit il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, il faut arrêter l'urbanisation. Bon, ce qu'on ne peut pas dire, puisque ce n'est pas vrai, puisqu'on a vu qu'il y a de l'eau quand même. Donc, on a dit qu'il faut... Non, ce qu'on a mis dans le schéma, qui sera approuvé pour l'instant dans la version où il est donné, c'est qu'il faut être vigilant et il faut que les territoires, en fait, surtout, se rendent compte qu'ils dépendent de ressources qui sont partagées avec d'autres territoires. Parce que c'était un des gros soucis qu'on a un peu sur l'aménagement du territoire jusqu'à présent par rapport à la question de la ressource en eau, c'est qu'en général, les aménageurs, c'est vrai que pour eux, ce n'était pas une préoccupation essentielle. La préoccupation, c'était de savoir où aménager. Ma population augmente, où est-ce que je mets mon lotissement, etc., etc. Déjà, les risques, ce n'était pas évident, mais alors, savoir qu'il y avait besoin en plus de réfléchir à est-ce que j'ai de l'eau pour le faire, ce n'était pas forcément une évidence. Donc ça, on l'a intégré par contre dans les préoccupations que doivent avoir les territoires. C'est-à-dire qu'avant de définir un projet d'aménagement, il faut qu'ils se posent la question de est-ce que j'ai assez d'eau sur le moyen et sur le long terme. Voilà. Donc c'est au moins qu'il y ait cette réflexion qui soit intégrée dans le projet d'aménagement. Donc c'est ça que dit le SRADET en fait. Il ne dit pas vous devez arrêter de vous développer parce que de toute façon ce ne serait pas acceptable en tant que tel. Mais surtout il dit mais vous pouvez le faire mais il faut le faire de façon réfléchie, raisonnée. Est-ce que vous avez assez d'eau? Et dans la définition de notre règle, on a mis que justement peut-être que sur le territoire il y a moyen de dégager des économies d'eau qui permettront de faire aussi le projet de développement en question, quoi. Voilà. Donc c'est bien dans cet esprit là et on colle bien en fait à ce qui a été proposé dans le source en fait. Voilà, c'est pas on arrête de tout développer mais on le fait en prenant en compte cette donnée là en fait. Voilà, cette donnée de la ressource en eau. Est-ce qu'il y a des exemples où déjà là ça a été un frein la ressource en eau en fait pour certains projets où ils ont dû être repensés ou c'est plutôt des problèmes? En fait là du coup c'est un SRADET qui va être approuvé donc qui n'est pas encore en tant que tel fait. On a pour l'instant jamais eu vraiment de réflexion dans ce sens-là. C'est pour ça que nous on tenait à ce que ça soit affiché quand même dans le schéma pour que justement on commence à intégrer ça. Parce que là on a plutôt été, mais de façon générale sur l'environnement, c'est pas que sur la disponibilité de la ressource en eau, on est plutôt sur des coûts partis, c'est-à-dire que, et c'est un des gros soucis, même pour la biodiversité, qui est qu'en général, on fait le projet d'aménagement et après, on fait une étude d'impact. Et en fait, la logique, elle serait de se dire avant, quelles sont mes ressources, quel est l'environnement sur mon territoire et comment je fais en sorte d'avoir un projet qui intègre ces questions-là.
Et cette démarche-là, pour l'instant, elle n'est pas encore, voilà, c'est pas quelque chose qui est si simple. Elle n'est pas du tout, voilà, on est plutôt toujours sur, je fais mon projet et après je fais mon étude d'impact. Et donc voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire bouger, à faire changer et à faire évoluer en fait, vraiment dans les manières de faire, dans les manières de réfléchir les projets, quoi. Mais c'est encore. J'ai l'impression du coup que cette question des eaux souterraines, elle peut être un petit peu à double tranchant parce qu'effectivement, savoir qu'il y a cette quantité d'eau, ça peut être pour les acteurs un petit peu comme allez, on continue à développer. Enfin, je sais que sur le Boulon, justement, j'avais travaillé un peu dessus. Je me rappelle que les bateaux du Boron étaient un petit peu effrayés parce que dès qu'il y avait l'économie d'eau quelque part, ça voulait dire qu'on va pouvoir le redistribuer tout de suite. Après, alors, ça dépend du coup sur le... Parce que sur des secteurs comme ça où il y a vraiment peu d'eau, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est toujours des questions d'équilibre, quoi. Il faut effectivement... on sait qu'en même temps, on ne peut pas dire on va arrêter de développer. C'est vraiment... Enfin, c'est clair que d'abord, c'est pas entendable. Et puis même, on est un certain nombre, je pense, à être venus d'ailleurs et à venir s'installer ici. Et donc, on est bien content quand même de venir s'installer ici. Et donc, voilà, on ne peut pas dire aux gens, non, venez plus, maintenant c'est fini, on ferme la barrière. Mais par contre, c'est la façon... Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Mais alors, ce qui est inquiétant, c'est que parfois, même quand on a la ressource, il y en a qui se condamnent leurs ressources aussi. Là, on a eu le cas sur une communauté de communes qui a urbanisé un secteur où on sait que du coup, la nappe ne se rechargera plus et donc ils ont condamné leurs propres ressources. Donc on est quand même, voilà, c'est pas encore complètement gagné, même en ayant des ressources intéressantes. Ça paraît aberrant, mais ça peut être des choix, alors bon, qui sont, je pense, soumis à d'autres pressions et d'autres volontés politiques, peut-être de court terme, malheureusement aussi, mais c'est une réalité aussi qui existe, et donc voilà, il va falloir faire changer toute cette façon en fait de réfléchir. Pardon ? Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a un changement justement, notamment par rapport à la question agricole. Sur l'agriculture, moi je trouve qu'il y a eu vraiment une évolution. Vraiment, oui. Oui. C'est clairement, il y a... Enfin oui, et puis même de manière globale. C'est par petites touches. Après, ce qu'on craint aussi, par contre... clairement, c'est les retours en arrière, quoi, en fait. Voilà, là, moi, je trouve qu'on est sur une dynamique positive. Là, ce matin, l'Agence de l'eau a annoncé les chiffres, quand même, des économies d'eau réalisées sur le 10e programme de l'agence qui se termine sur 6 ans. En fonction de tout ce qu'ils ont financé, ils ont évalué les économies d'eau réalisées et ils étaient à plus de 90 millions de mètres cubes d'eau économisée. Voilà, c'est quand même pas neutre. Donc, on voit bien qu'il y a quand même sur la région. Il y a quand même des collectivités qui se sont engagées, il y a des agriculteurs qui se sont engagés. Voilà, on sent qu'il y a quand même une vraie dynamique par rapport à ça. On sait qu'on a un potentiel fort. Là, on a reçu sur l'agriculture beaucoup de dossiers de modernisation, au-delà même d'ailleurs de nos capacités actuelles de financement. Donc, il faut absolument qu'on puisse reconduire sur la prochaine programmation des fonds européens des aides sur ces dossiers-là. Il y a une vraie dynamique et je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un besoin de s'adapter et ça va plutôt dans le bon sens par rapport à ça. Mais voilà, c'est vrai que ça reste fragile. Ça reste fragile. La peur du retour en arrière, excusez-moi, c'est c'est le fait que dans le cadre des réformes, on voit bien que le grand cycle de l'eau, il n'est pas très bien pris en compte dans l'organisation en fait, des institutions et les moyens à mettre en place pour ce grand cycle de l'eau. Donc c'est tout ce volet, de gestion de la ressource en eau et de gestion des milieux naturels, et que on est un petit peu sceptique quand même quand on voit qu'effectivement ça n'a pas été pris en compte dans la réflexion des réformes qui viennent de se terminer et qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc, et comme on sent qu'il y a quand même beaucoup de priorités autres qui arrivent, on ne voudrait pas que ça passe un petit peu au second plan. Donc c'est vrai que ça reste une inquiétude, et d'ailleurs c'est un des points sur lesquels on va se mobiliser au niveau de l'Agora, mais justement en partenariat avec les EPTB et autres, pour essayer de
de monter au créneau au niveau bassin et peut-être au niveau national pour remettre ça sur le tapis, quoi, en disant on n'est pas allé jusqu'au bout et là pour l'instant on ne sait plus faire, quoi, en fait. Il n'y a pas de compétences pour gérer la ressource en eau affectée à aucune collectivité, on le fait tous plus ou moins mais on ne sait pas trop bien qui peut le faire et surtout on n'a aucun moyen dédié à ça. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de ressources à part l'agence de l'eau, hein, mais sinon les collectivités en elles-mêmes, elles n'ont pas de ressources qui leur sont apportées pour pouvoir gérer ni les eaux souterraines, ni même la ressource en eau superficielle. Donc comment on fait, quoi, voilà. Comment on fait, et c'est aussi important que d'avoir des tuyaux qui ne fuient plus, quoi, en fait. Voilà, parce que là, on a eu des assises nationales de l'eau sur le petit cycle de l'eau, et c'était important, hein. C'est vrai qu'il y a quand même des grosses questions sur les rendements des collectivités, mais pour autant, il faut que l'eau qui arrive dans les tuyaux, elle soit déjà de bonne qualité, si on ne veut pas non plus que ça serve un peu à rien d'avoir résorbé les fuites. Donc, cette eau de bonne qualité, c'est des milieux aquatiques en bon état, c'est des ressources en eau souterraine en bon état, et ça veut dire qu'il y a des gestionnaires derrière et des gens qui travaillent là-dessus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution et qu'on se partage la ressource comme il faut. Donc voilà, comment on gère ça, et ça voilà, on a vraiment des inquiétudes sur ces questions-là pour l'instant. C'est pas très clair et la GEMAPI n'y a absolument pas répondu de façon claire, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu, voilà, qu'on est un peu sur une période charnière et transitoire où on sent qu'il faut qu'on arrive à avoir des réponses à ces questions-là si on veut pouvoir poursuivre et continuer comme on s'est engagé à le faire, quoi. Comme ça, du coup, ça fait le lien avec ça. De l'évolution que vous avez vue au niveau surtout sur le secteur agricole, c'est principalement dû au changement de méthode d'irrigation. Il y a d'autres. C'est quoi qui permet l'économie d'eau Alors, il y a beaucoup. Clairement, hein, alors en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le diagnostic de la stratégie d'hydraulique agricole, elle a bien montré qu'on est sur en fait une agriculture majoritairement par exemple on fait du maïs mais on n'en fait pas beaucoup en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'irrigation, elle sert vraiment à soutenir l'activité agricole en tant que telle, c'est-à-dire que quand on regarde justement les productions irriguées majoritaires, la production la plus importante irriguée, c'est l'herbe, en fait, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pour les élevages, en fait, c'est pour faire du foin. C'est pour faire du foin même sur la zone de montagne. En fait, ils sont obligés d'irriguer leurs prairies pour pouvoir avoir assez de foin, en fait, sur notre territoire. Donc, on est sur un outil sans irrigation, on n'a pas d'agriculture en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc c'est pas du coup l'objectif, il va pas être de dire il faut que vous vous mettiez à faire que du sec, parce que c'est pas possible en fait sur notre territoire. Donc du coup, ça porte vraiment beaucoup sur la modernisation des équipements d'irrigation. Voilà, c'est vrai que les économies, elles ont été essentiellement là-dessus, et c'est là-dessus qu'on met l'accent au maximum. Après, il peut y avoir quand même une adaptation des pratiques, et puis surtout vraiment on essaye de pousser pour certains types de cultures à aller sur le plus performant possible, sur la micro-aspersion, voilà, sur des systèmes qui vont permettre d'être au plus juste des besoins des plantes pour prélever le moins possible, quoi. Voilà, ça peut aussi arriver. Alors pour faire le lien du coup avec ces questions justement d'organisation, alors ça c'est un petit tableau, je ne sais pas s'il est très à jour, par contre il faudrait peut-être que je le revoie, un de ces quatre, mais c'était juste pour vous redire un petit peu finalement le qui fait quoi entre les différents niveaux, entre on va dire le niveau de l'État, le niveau des collectivités territoriales au sens région, département, intercommunalité, et puis du coup les structures de gestion de milieux aquatiques qui ont du coup un rôle un petit peu transversal entre le niveau intercommunal, départemental et régional. Donc rappelez que l'État, c'est quand même bien l'État qui définit les orientations de la politique nationale de l'eau, en gros, et qui le décline en termes législatifs. Et ensuite qu'il le décline en fait à travers ces différents niveaux. Alors déjà, effectivement,
au niveau du bassin, hein, puisque l'agence de l'eau finalement dépend complètement du ministère de l'écologie et du ministère des Finances, mais quand même du ministère de l'écologie pour l'aspect technique, on va dire, et donc de mise en œuvre de la politique de l'eau. Et puis c'est le niveau planification avec effectivement le SDAGE qui va donner les grandes orientations de gestion de l'eau à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée pour nous. Et ensuite au niveau régional, donc dans les DREAL, c'est eux qui animent, qui coordonnent la politique nationale de l'eau au niveau de la région et qui animent entre autres aussi les groupes des directions départementales des territoires, hein, qui eux sont là pour mettre en œuvre de façon opérationnelle la politique de l'eau sur tous les aspects réglementaires et techniques, et puis de gestion de la sécheresse aussi pour le secteur vraiment réglementaire. Les collectivités, en fait, les lois, les différentes lois leur ont donné un peu chacune maintenant un rôle un peu particulier. Alors, donc la région, effectivement, est vraiment sur le volet planification aussi, mais planification, aménagement du territoire et développement économique, puisque c'est les deux grands axes, on va dire, de compétences confiées à la région avec les lycées et la formation et les transports. Mais c'est vrai que en termes de grandes compétences, on a l'aménagement du territoire et le développement économique et on doit établir des schémas régionaux sur ces deux thématiques-là. On a donc, c'est une spécificité de la région, également, nous, une compétence en termes de transport hydraulique, hein, puisqu'on est concédant de la Société du Canal de Provence. C'est-à-dire qu'on est propriétaire des ouvrages gérés par la Société du Canal de Provence, qui était auparavant en fait, qui appartenait à l'État et que l'État nous a transféré en fait en 2009 dans le cadre d'une loi où pour l'ensemble des sociétés d'aménagement régional, en fait il y en a 3, hein, donc il y a la Société du Canal de Provence, il y a le Bar-Rhône Languedoc, donc BRL, hein, qui est plus sur la partie Rhône, ex-Languedoc-Roussillon. Et puis les compagnies d'aménagement des coteaux de Gascogne, donc qui est sur la partie sud-ouest du territoire national. Que ce soit Languedoc-Roussillon ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, on s'est positionné, effectivement, les deux régions se sont positionnées pour demander effectivement le transfert du patrimoine de ces sociétés d'aménagement régional, parce qu'on était des régions très impliquées sur ces questions de gestion de l'eau. Et donc ça nous apporte en fait quelque part, ça nous confère une compétence spécifique, puisque du coup on est propriétaire d'ouvrages de transport hydraulique. Et puis, alors, au-delà de l'Agora, je vais vous le redire après, mais c'est vrai qu'on a cette possibilité par la loi NOTRe de demander une mission d'animation dans le domaine de l'eau à l'échelle régionale. Ça, c'est vraiment ce que disent les textes. Pour les départements, donc, eux, on les retrouve et ils ont été légitimés dans leur rôle de service d'assistance technique, sur tout le volet de gestion de l'eau, hein, que ce soit l'AEP, l'assainissement, tout ce qui est aussi milieu aquatique en termes de services d'assistance pour les collectivités locales. Et puis, ils sont aussi compétents sur la question de la solidarité territoriale. Et donc, les intercommunalités se retrouvent effectivement, elles, en compétence sur maintenant les services eau potable et assainissement et la GEMAPI. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu un cours en fait un peu sur ces questions de réforme et de compétences, mais voilà. La loi maintenant affecte de fait ces deux systèmes de compétences, à la fois le petit cycle de l'eau et la GEMAPI, au niveau intercommunal. Voilà, c'est bien les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents sur ces deux services, qui peuvent éventuellement déléguer, surtout pour la GEMAPI, à des EPAGE, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, donc des syndicats de rivières, hein, comme le syndicat de la Bléone que vous avez rencontré, ou comme le SMAVD, ou le garder en propre, en fait, donc comme la communauté de communes de l'UBAI que vous avez également rencontré. Et puis, on a effectivement les EPTB qui sont sur des échelons quand même macro par rapport aux EPAGE, qui, eux, font de l'animation, de la coordination sur tout le volet ressources en eau et le volet risque inondation aussi. C'est une des prérogatives sur lesquelles ils doivent travailler de façon intégrée, en fait, sur leur territoire. Donc voilà, ça c'était pour balayer un petit peu les différents niveaux institutionnels. Pour la SCP, la région est propriétaire de l'entreprise, qu'il y a d'autres... Non, on est propriétaire des ouvrages qui sont gérés par la société.
C'est-à-dire que nous, on est propriétaires des canaux et eux, c'est notre concessionnaire. En fait, ils étaient concessionnaires de l'État avant. Hein, c'est pas, on nous a transféré le patrimoine, on nous a transféré le concessionnaire aussi avec. Parce que la concession va jusqu'en 2038. Le canal de la SCP. Oui. Mais et la SCP, sinon, c'est totalement privé. C'est pas comme Non. vous l'êtes, hein. Alors, la SCP, c'est une société d'économie mixte. D'accord. À statut de société d'aménagement régional. Donc c'est un double, voilà, c'est un double. Les textes précisent bien en fait leur rôle. Donc c'est une société quand même, on va dire, à statut privé, mais à vocation à réaliser en fait le service public. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. L'État est actionnaire également? Non, l'État n'est pas actionnaire. Il n'y a que des collectivités. Après, il y a la Caisse des dépôts qui est quand même actionnaire. Il y a des chambres qui sont actionnaires de la SCP. Mais à 80, je crois qu'on a revu ça l'autre jour, on me l'a redit. Je crois que c'est 86% collectivité ou 80% collectivité et peut-être un peu plus. Mais je pense que demain, ils vous le diront. De toute façon, ils vous le rediront plus précisément. Et donc, oui, la région est vraiment, en fait, est propriétaire des ouvrages. Voilà, du coup, et donc est concédante pour la société. J'ai un exemple là, sur une petite ville de Côte d'Azur dans le Var qui était fière de réutiliser ses eaux usées pour arroser un golf. Ouais. C'est quelque chose qui a été réalisé il y a 6 ou 7 ans. Donc on avait une belle présentation. Et voilà, on dit on va économiser tant d'eau, de ressources en eau potable, souterraine, pour irriguer le golfe, en réutilisant les eaux de la station d'épuration. Alors, l'agence de l'eau dit, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout, ce genre de choses. J'aurais préféré que les eaux usées et épurées retournent à la rivière. Et que le milieu aquatique, on avait plus besoin plutôt que d'envoyer ça sur un terrain de golf qui apporte cette eau qu'on a envoyée. Alors, dans un cas comme ça, la région, est-ce qu'elle se prononce s'il y avait un conflit pour le choix du dispositif final? L'agence de l'eau, elle va juste dire ça en disant, moi, je ne vais pas vous financer, en fait. Elle va pas, c'est ses priorités par rapport à ses financements, en fait. Mais elle ne va pas dire à la collectivité, vraiment, il faut que vous fassiez ça ou ça. C'est juste que du coup, si la collectivité veut bénéficier des moyens financiers de l'agence de l'eau, il faut que du coup une partie revienne au milieu en fait. C'est plus ça en fait. Hein. C'est un levier financier en fait de l'agence, mais elle ne va pas interdire si la collectivité veut quand même arroser son golfe et qu'elle a les moyens de le faire avec son eau usée traitée. Il n'y aura pas d'interdiction de le faire par l'agence de l'eau en fait. Hein. C'est simplement que du coup l'agence va dire moi mes moyens financiers je vais les mettre sur un projet qui retourne au milieu plutôt que sur ce projet-là en fait. Hein, c'est plus dans cet esprit. Alors la région PACA, nous on est plutôt favorable à ce type d'action. Après on en a eu financé d'ailleurs à une époque on avait financé Sainte-Maxime. Alors ce qu'on avait financé nous c'était les traitements tertiaires nécessaires à la possibilité de la réutilisation en fait de l'eau usée ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait refaire des traitements plus poussés et complémentaires pour pouvoir réutiliser l'eau, et c'était ça qu'on avait financé auprès de la collectivité, en fait. Mais du coup, c'était je crois que c'était pour des espaces verts, c'était effectivement pas pour réalimenter le milieu naturel. C'était, même si, quelque part, ce que disait la collectivité est juste aussi, le fait de moins prélever pour arroser quand même le golfe permet finalement de préserver le milieu aussi, hein, puisque du coup on va moins prélever dans le milieu pour cette activité. Après, si c'est un nouveau golfe, c'est vrai que ça voulait dire que c'était un nouveau prélèvement et pas forcément... voilà. Donc je comprends la position de l'agence aussi. On n'est pas sur une substitution, on est plutôt sur un nouveau prélèvement qui est assuré par autre chose. Et donc pour elle, c'est du développement pur et l'agence, normalement, ne va pas forcément sur ce type d'action. L'agglomération Marseille, Toulon, Nice, Cannes, pratiquement tout le monde, pas Cannes, ils ont pratiquement tous des émissaires en mer. Ouais. Les rejets de station d'épuration, ça va à plusieurs kilomètres en mer. Et est-ce que la région pourrait dire, je vais vous inciter à renvoyer les eaux usées traitées sur le continent pour faire de la recherche de nappes, pour
pour d'autres usages. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a un levier, quelque chose? En fait, par exemple, sur la métropole, il y a quand même une réflexion. Après, nous, là-dessus, enfin, c'est l'ARP d'ailleurs qui les accompagne. Alors, pas forcément sur la station d'épuration de Marseille, mais de manière plus globale, parce que du coup, il y a d'autres stations d'épuration sur la métropole, par exemple, d'Aix-Marseille. Et donc, il y a une réflexion actuellement de voir qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de réutilisation des eaux usées traitées sur le territoire de la métropole. Voilà. Donc, il y a quand même des amorces en fait, de réflexion sur ça. Après, voilà, à voir si effectivement c'est sur, si ça sera sur Marseille ou si c'est déjà sur d'autres communes alentours qui avaient d'autres stations d'épuration aussi. Je pense qu'il y a, comme il y a très peu de développement sur la réutilisation des eaux usées traitées de manière générale, on a déjà beaucoup de marge de manœuvre avant d'aller, je pense, entre guillemets, refaire le monde à l'envers sur les émissaires. Mais voilà, donc parce qu'il faut savoir que sur la réutilisation des eaux usées traitées, il y a eu un blocage au niveau français fort par le ministère de la Santé, en fait, et de manière générale par les agences régionales de la santé sur le fait de travailler à ces questions-là, en fait. Donc ça a été très très compliqué. Le projet que justement on avait financé à l'époque, c'était à Sainte-Maxime sur les espaces verts, avait failli être bloqué par l'ARS à l'époque. Et voilà, on commence enfin maintenant à avoir une vraie volonté politique réglementaire nationale de dire il faut aller là-dessus, mais ils étaient très... Enfin, voilà, c'est parce que il pouvait y avoir... une bactérie qui reste ou quelque chose et voilà, qui pouvait du coup aussi il pouvait y avoir un problème derrière et donc autant éviter les problèmes de cette façon-là, sauf que voilà, il y a toujours des problèmes surtout. Il vaut mieux quand même essayer de travailler à ça. Alors peut-être juste, je crois que je termine, j'ai plus que 2 diapos il me semble, oui c'est ça. Simplement les perspectives en fait, donc de toute façon j'en ai déjà pas mal parlé, donc nos compétences renforcées dans le développement économique et l'aménagement du territoire, le transfert de concession du canal de Provence et de la concession de Vaucluse, parce qu'en fait il faut savoir qu'il préexistait une concession spécifique sur le département de Vaucluse avec la Société du canal de Provence, donc là c'était le département qui était propriétaire des ouvrages et qui avait donc la SCP comme concessionnaire et qui nous ont transféré en 2015 en fait cette concession pour qu'on puisse du coup l'intégrer au patrimoine régional. Et puis tout notre historique sur l'animation dans le domaine de l'eau depuis 2007 et à travers le Source et depuis 2014 à travers l'Agora, avec du coup la candidature qu'on a faite l'année dernière auprès du gouvernement pour obtenir une mission d'animation spécifique dans le domaine de l'eau qui était proposée par la loi NOTRe du 7 août 2015. Donc on a obtenu au mois de juillet, puisque le décret a été publié au journal officiel début juillet, donc confiant à la région ces missions d'animation. On est la 3e région à l'avoir demandé, à l'obtenir, donc après la région Bretagne et la région Grand Est. Donc on est maintenant 3 régions à avoir ces missions d'animation et de concertation dans le domaine de l'eau. Donc nous, effectivement, on va s'appuyer essentiellement quand même au départ sur l'Agora et sur la charte régionale de l'eau. On va du coup relancer maintenant toute cette dynamique autour de la charte, essayer... c'est ce qu'on s'est dit aussi, de ressortir un petit peu de l'Agora grâce à la charte. C'est-à-dire que l'Agora nous permet en fait de travailler à des contributions, à un programme de travail, à des outils, etc. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à resensibiliser au-delà tous les acteurs du territoire régional. Donc on va essayer de lancer un forum régional de l'eau et puis des ateliers territoriaux à nouveau sur le territoire pour essayer de resensibiliser, sachant que on a bien vu, alors cette année a été une année exceptionnelle au niveau pluviométrie, enfin malheureusement on se dit qu'elle a été sûrement exceptionnelle, on n'a eu aucun souci, mais comme elle faisait suite à 2 années vraiment très 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 difficiles sur 2016 et 2017, on sent que quand même on va avoir une accélération de ces phénomènes en fait de sécheresse, et donc il y a vraiment une nécessité d'adapter le territoire et de resensibiliser tous les acteurs autour de ces questions-là. Voilà.